Monsieur Pata, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre, La crise financière à la fin de l'Ancien Régime. Et en quatrième de couverture, les premières lignes sont point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt des économies. Tels étaient les engagements de Turgot vis-à-vis de Louis XVI. Est-ce que l'histoire se répéterait-elle par hasard ? L'histoire se répète toujours sans que forcément elle ait les mêmes dénouements, mais on peut trouver des symptômes assez proches. D'ailleurs, cette déclaration de Turgot figure encadrée au mur de Bercy lors des Journées du patrimoine. On la ressort pour la montrer et on peut dire effectivement que de nos jours, aucun ministre des Finances ne renierait ses engagements. Je mets la banqueroute à part parce que bon, je crois que pour un pays comme la France, c'est écarté. Mais en tout cas, pas d'augmentation d'impôts. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet depuis plusieurs années. Et point d'endettement, là aussi, on s'efforce de le maintenir. Donc, il y a évidemment des similitudes, on ne peut pas les nier. Mais il y a aussi quelques différences. Alors, je ne veux pas être très technique, mais il y a une grosse différence, c'est que d'ailleurs le poids de la dette était absolument colossal à cette époque, puisqu'à la veille de la Révolution, son service absorbait la moitié des ressources du royaume, des ressources fiscales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. C'est un peu moins de 20%, c'est déjà pas mal, mais enfin c'est beaucoup moins. Par ailleurs, à l'époque, la France est déjà très en retard sur le plan technique financière, vis-à-vis de l'Angleterre en particulier, qui a fait une véritable révolution financière, qui est 2 fois plus endetté que le Royaume de France, le Trésor britannique. Mais comme il a émis une dette qui est extrêmement bien gérée, fongible, avec la Banque d'Angleterre qui en est le garant et qui pilote les émissions, il paye des intérêts 2 fois moindres que le Trésor royal, qui lui-même gère sa dette d'une manière totalement anarchique, totalement amateuriste, avec toujours un petit peu ces a priori catholiques que l'argent n'est pas forcément une très bonne chose et que les prêteurs sont d'affreux usuriers qui sucent le sang du royaume, et d'ailleurs tout est fait pour les dissuader de percevoir leur dû lorsqu'ils viennent pour percevoir leurs intérêts. Donc là, il y a une différence considérable, parce qu'au début, aujourd'hui, si je voulais résumer, je dirais l'État gère mal son budget, c'est incontestable, mais il gère bien sa dette. La dette est extrêmement bien gérée. La preuve, on paye les intérêts. J'ai appris aujourd'hui qu'on paye moins de 1% d'intérêt sur le 10 ans. Il la gère bien parce que c'est une dette homogénéisée, fongibilisée, garantie. La Banque de France, c'est elle qui organise les émissions. Et donc là-dessus, c'est une différence fondamentale. C'est un piège aussi, parce que c'est pas une incitation finalement à moins s'endetter. Payer des intérêts faibles, voir que les prêteurs se bousculent pour acheter la dette d'un grand État, c'est pas forcément une incitation à se montrer raisonnable. En fait, c'est une grande différence avec ce qui se passait au temps du règne de Louis XVI, où les prêteurs ne se bousculaient pas et faisaient payer des taux d'intérêt très élevés. Est-ce que si on prend une autre date de l'histoire de France, l'époque de l'affaire du canal de Panama, où la situation économique de la France était très mauvaise aussi, voire d'après certains plus mauvaise que celle que l'on connaît aujourd'hui, et on a démontré au travers de l'histoire qu'en fait la France industrielle s'est redressée de façon prodigieuse dans les années à partir de 1895 jusqu'en 1930, voire 39, d'une certaine façon. Est-ce que là aussi, il y a bis repetita en ce qui concerne les problématiques économiques auxquelles nous sommes confrontés ? Personnellement, je ne dirais pas que la situation économique et financière était désastreuse au moment du canal de Panama. Bon, ça a été une affaire lamentable, mais après la Révolution et après le Directoire, je dirais, les finances de la France, bon, ensuite il y a eu l'Empire, il a fallu payer des indemnités de guerre, mais les finances ont été très bien assainies par un grand ministre qui s'appelait l'abbé Louis. Et donc, après, je pense que les finances de la France sont restées durablement, et jusqu'à la guerre de 14, relativement saines. On faut voir avec quelle rapidité nous avons payé cette indemnité
de guerre après la défaite de 1871. Donc il y a eu des turbulences au moment de l'affaire de Panama. Mais je dirais, oui, il y a une grande différence avec la période que j'ai étudiée. Bon, d'abord, c'est une incidence, mais un pays ne meurt jamais d'une crise financière. On ne meurt pas d'une crise financière. Parce qu'un pays, ce n'est pas un ménage, ce n'est pas une entreprise, il ne meurt pas d'une crise financière. Il meurt d'une crise politique. Et donc, ce qui a fait que la crise financière a dégénéré, bon, elle était très grave, a dégénéré, mais le Royaume en avait connu de pire. Oui, mais est-ce que la crise financière que vous traitez dans votre livre n'est-elle pas à l'origine ou un des éléments importants de la Révolution française? Elle a contraint le roi à convoquer des États généraux. Ça, c'est un point. Mais on peut déclencher sans être forcément la cause. Donc les États généraux ont été convoqués, mais dès les premiers jours, les délégués ont délaissé les questions financières pour lesquelles ils étaient en principe convoqués. Ils étaient convoqués pour des réformes sur les fiscales et autres. Ils n'en sont pas occupés et ils se sont tout de suite placés sur le terrain politique d'avoir une constituante avec un pouvoir législatif. Donc ça montre bien que le problème était politique. Et à ce problème politique, la tête de l'État ne répondait pas. Il y avait un pouvoir que je dirais abolique, avec des neurones complètement bloqués sur, même s'ils ne l'avouaient pas, un absolutisme extrêmement rétrograde. Louis XVI, c'est très intéressant parce qu'il a, dès le départ, approuvé et voulu soutenir très fermement les projets de réforme fiscale pour plus d'égalité que lui présentaient ses ministres, certains de ses ministres. Il y a eu Turgot, il y a eu Calonne, et au départ, il était extrêmement enthousiaste. Mais ensuite, ce qui évidemment, obligatoirement accompagner ces réformes, c'est-à-dire d'autres réformes de structures institutionnelles qui mettaient en cause les fondements du royaume, les ordres hiérarchiques, des assemblées élues. Cauchemar pour lui, des assemblées élues. Et aussitôt, il reculait. Parce que ce genre de réforme allait, je dirais, modifier l'héritage sacré que son prédécesseur lui avait légué et qu'il voulait léguer intact à son successeur. C'était son obsession. Donc je pense que là, il y a eu vraiment la conjonction de cet aboli à la tête de l'État et de la crise financière a fait qu'on a abouti à ce qu'on peut appeler une catastrophe, en tout cas une crise de régime. Toute la description que vous venez de faire rappelle étrangement l'époque actuelle. Au lieu de mettre Louis XVI, on mettrait François Hollande. Dans votre propos, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais il y a une similitude quand même qui est assez étonnante. Ça n'engage que vous, oui. Oui, indéniablement, le pouvoir a été assez faible aujourd'hui en France, mais je pense qu'il n'y a pas les mêmes a priori réactionnaires qu'il y avait à l'époque. Par ailleurs, il y a... Bon, oui, vous pouvez trouver des tas de ressemblances, en particulier la crispation sur les avantages acquis de toutes catégories. Et à la veille de la Révolution, c'était devenu absolument incroyable. Chacun, il y avait des avantages pour des personnes, pour des ordres, pour des provinces, pour des villes, pour des corporations dont on avait totalement oublié les origines et les raisons, mais auxquelles chacun était agrippé de manière absolument diabolique. Ici, aujourd'hui, vous pouvez également trouver ce genre de choses, bien sûr. Mais enfin, vous avez un pouvoir démocratique, vous avez la sanction des urnes, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Et en admettant que le pouvoir d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez dit, ait des similitudes avec celui de 1789, mon Dieu, à ce moment-là, le peuple un jour aura la parole, et sa parole peut-être mettra en place un autre pouvoir. Mais on est quand même dans un contexte assez différent. Certaines actualités nous prédisent une révolution prochaine, compte tenu du contexte économique, social de la France actuelle. Non, comme je vous disais, non, on peut trouver des similitudes entre deux époques sans forcément être les mêmes conclusions. Je me garderai bien de conclure là-dessus. Enfin, c'est vrai que ces similitudes avec l'époque actuelle, c'est un des arguments que mon éditeur avait avancé pour m'inciter à écrire ce livre, qui n'était pas mon idée première. Moi, je voulais écrire un livre sur la Révolution, carrément, sur Saint-Just, sur Robespierre. Il m'a dit, ça ne se lira pas du tout, les gens s'en foutent et ça ne les intéresse pas. Par contre, oui, ce qui les intéresserait, c'est la crise financière, la dette, parce qu'en plus, ils verraient des interférences avec aujourd'hui. Donc, je me suis mis à écrire ce livre, qui, en l'écrivant, ça m'a passionné. Voilà. Eh
bien écoutez, merci Monsieur Pata. On va avoir le plaisir de découvrir votre livre puisqu'il va être édité dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Oui, fin d'année, début de 2015. Nous attendons la préface de Jean-Claude Trichet. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Monsieur Pata.